Donc, je vous propose qu'on commence. Donc, ceux qui auront loupé le début pourront se rattraper avec le replay du webinaire qui sera diffusé dans le mois prochain. Je vais commencer par vous faire une présentation du projet qui nous mobilise aujourd'hui et sur lequel les différentes personnes qui vont intervenir vont vous faire des présentations. Donc, il s'agit d'un projet qui s'appelle AssoProtect, hein, donc qui est un projet réflexe dont l'objectif est de valoriser les connaissances sur les effets des associations de culture sur les régulations des bioagresseurs, hein, donc les adventices, les ravageurs et les maladies. Et donc, c'est un projet multipartenarial qui est financé dans le cadre de Réflexe, hein. Donc, c'est un projet enfin, c'est des fonds CASDAR qui sont alloués sur des périodes courtes, alors principalement à des organismes de développement, donc c'est plutôt spécifique chambre d'agriculture. Et donc là, pour ce qui nous concerne, on est 5 régions, hein, donc la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie des départements du Centre-Val de Loire, une partie de département de Nouvelle-Aquitaine, et également la Chambre d'agriculture du Jura et la FDJDA du Cher. Donc en termes de partenaires associés, donc au comité de pilotage essentiellement, donc il y en a deux principalement, hein, donc Terre Innovia et les CUMA, qui nous apportent des éléments complémentaires, soit en termes d'essais, soit en termes de références sur lesquelles on peut pointer. Donc, les objectifs de ce projet-là, c'est de regarder les associations de culture, mais sous la focale effet de ces associations contre les ennemis des cultures. On aurait pu tester ou regarder toutes les références qu'on a sur un grand panel d'associations de culture, mais étant donné qu'on est sur une durée relativement courte, on a préféré se focaliser dès le départ sur 4 types d'associations. Donc d'une part, le Colza associé, donc qui a fait l'objet d'un webinaire, hein, déjà, et puis qui fait déjà l'objet de connaissances relativement établies, hein, que ce soit à l'INRAE, Terrinovia ou dans les chambres d'agriculture. Une deuxième association qui est un petit peu plus confidentielle, c'est la lentille avec des plantes de campagne, des plantes de service, hein. Donc vous savez que la lentille est une culture mineure, on est à, je crois, moins de 40 000 hectares en France, hein, mais c'est une espèce qui peut se développer dans les assolements. Voilà. Et puis, deux associations à base de céréales. Donc d'une part, les céréales protéagineux qui ont déjà été pas mal travaillées dans le cadre de différents projets. Et l'autre association, céréales avec des légumineuses à petites graines, donc des trèfles, des luzernes, voilà. Et donc l'objet d'un projet réflexe, hein, c'est principalement de capitaliser sur l'existant, d'aller chercher dans les différentes structures, pardon, des références qui peuvent être éparpillées et d'une part, si c'est possible, de faire des synthèses pluriannuelles, d'autre part, de reporter à connaissance des productions qui sont intéressantes, mais qui peuvent être enfouies au fin fond de différents sites web. Et voilà, donc ce projet-là, SoProtect, est découpé en 3 actions. Une première action de capitalisation, donc sur laquelle on va vous présenter une partie des résultats aujourd'hui, hein. Donc une enquête agriculteur qui a été menée sur le premier semestre 2024, un recensement des références bibliographiques, aussi bien dans les chambres d'agriculture que dans les autres organismes, et puis un repérage des outils d'aide à la décision. Une action 2 qui va s'attacher à repérer les conditions de mise en œuvre des associations de culture. Alors, avec trois axes, hein. D'une part, faire en sorte de se baser sur des témoignages d'agriculteurs qui pratiquent ces associations, donc avec à la fois des fiches témoignages et des vidéos. D'autre part, renforcer les références sur la lentille associée en produisant des essais, puisqu'on aura au cours du projet 2 années de référence d'essais sur différentes modalités d'association de la lentille avec des plantes de service. Donc un premier résultat a été obtenu en 2024. Les essais 2025 sont semés ou en train d'être semés. Et donc, il y aura à la fois des visites aux champs qui vous seront proposées, et puis on fera également une restitution sous format à la fois webinaire et fiche technique
en fin de projet en 2025. Et donc, un aspect analyse multicritère. Donc là, on va calculer différents indicateurs, hein. Donc, c'est des éléments qui vont être mis en place en 2025, notamment pour alimenter et étayer les témoignages agriculteurs. Et donc, bien sûr, une action de diffusion, hein, ce qui est l'aspect le plus important dans un projet réflexe. Alors avec une boîte à outils, donc boîte à outils, pour résumer, en gros, c'est un site web sur lequel on va structurer sous forme de rédaction les différents livrables qu'on a identifiés comme étant intéressants. Et donc ça sera produit, ça commence à être produit en ce moment et ça sera disponible à la fin de l'année 2025. Et puis on a voilà, des visites d'essais, notamment autour des essais lentilles, de la communication auprès des agriculteurs, monter en compétence des conseillers, donc notamment en valorisant les supports qui sont produits dans différentes formations qui peuvent être proposées notamment par Résolia. Et on communique également sur les événements produits dans le cadre du projet via la presse et les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui, hein, c'est ce qui va nous, comment dire, nous mobiliser aujourd'hui, hein. C'est plutôt la présentation des éléments qu'on a pu identifier dans le cadre de l'action 1. Voilà, donc en termes de déroulé, sur le webinaire, donc je vais commencer par vous présenter la synthèse d'une enquête qui a été menée sur le premier semestre. Puis Guillaume Ouivet de la FDJODA du Cher vous présentera la synthèse des références, ce que disent les essais sur les effets des associations de culture sur les bioagresseurs. Donc on fera ensuite un petit intermède questions-réponses. Et puis les collègues Ewen Tumoine de la Chambre de Charente-Maritime de Sèvres et Caroline Coquoal de la Chambre d'agriculture de Bretagne vous présenteront les éléments de mise en œuvre et de conditions de réussite, notamment des éléments d'aide à la décision et des focus, des éclairages sur des résultats d'essai. Donc, sur les motivations et les freins des producteurs, nous avons diffusé une enquête en ligne. Il y a un peu plus de 200 producteurs qui ont répondu, également une centaine de conseillers. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui les extraits, une partie des extraits sur les céréales protéagineuses. Voilà. Donc, l'idée de cette enquête en ligne, c'était de caractériser les pratiques des agriculteurs, et également des conseillers, d'identifier les motivations et les freins à la mise en place des différentes associations de culture, de mesurer la perception des effets sur les bioagresseurs. Est-ce que les agriculteurs adaptent leurs pratiques? Est-ce qu'ils mettent moins d'herbicides, moins d'insecticides, moins de fongicides quand ils adoptent une association de culture? Et également d'identifier les besoins de référence à la fois pour les conseillers et pour les agriculteurs. Donc c'est Anaëlle Tartera qui était étudiante ingénieure en 2025 et qui a produit ce travail-là et dont je vais présenter des extraits. Donc, on a eu sur les aspects céréales protéagineux, en tout 148 personnes qui ont répondu, mais 31 uniquement qui pratiquaient les associations de culture. Donc, vous voyez que parmi les personnes qui ont répondu oui à la question « Est-ce que vous pratiquez l'association céréales protéagineux ?» c'est principalement des personnes qui sont issues des régions concernées par le projet, hein, donc Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, un petit peu en Occitanie également, et puis un petit peu également dans le Jura. Voilà. Donc c'est toujours la question de comment les questionnaires qu'on diffuse sont relayés. Donc voilà, 200 réponses, c'est intéressant au total, 148 pour la question des céréales, mais voilà, ça reste limité, ça vaut ce que ça vaut. Donc, 179 répondants qui produisent des céréales et 31 qui disent produire des associations céréales protéagineuses. Donc, vous voyez, en termes de profil, hein, c'est principalement des polyculteurs éleveurs, plutôt en bio et plutôt avec des techniques culturales simplifiées.
Donc, en termes d'antériorité de la pratique, c'est principalement des personnes qui pratiquent ça depuis plus de 3 ans, quelques-uns qui la pratiquent depuis un peu moins de 3 ans. Et puis, en termes de part dans les assolements, c'est une proportion relativement faible. Enfin, on est à la majorité des gens, ça représente moins de 25% de leur surface. Voilà. Donc, les intérêts pour les agriculteurs. Donc, vous avez dans cette colonne-là les intérêts émis par les agriculteurs qui produisent l'association céréales protéagineux. Et ici, ceux qui ne la produisent pas. Ceux qui la pratiquent, c'est essentiellement pour des questions d'autonomie en élevage, autonomie protéique, hein, et également de sécuriser les rendements, notamment des protéagineux. Les personnes qui ne produisent pas cette association se disent qu'ils y verraient un intérêt, notamment pour des questions d'autonomie en azote, mais plutôt sur le système de production céréalier et des intérêts sur l'aspect structure du sol. L'autonomie en élevage est moins représentée, mais en fait, quand on voit la représentation des gens qui disent ne pas produire ça, on est à 100 céréaliers, 100 agriculteurs qui sont des céréaliers sur 148 répondants. Voilà. Et pour les conseillers, on n'a pas du tout la même focale. Les conseillers qui conseillent les associations céréales protéagineux le font d'abord pour baisser la pression des adventices. Et la deuxième motivation, c'est d'assurer l'autonomie protéique en élevage. Voilà. Et donc ceux qui ne la conseillent pas, donc on est plutôt aussi sur des profils céréaliers, donc puisqu'ils vont plutôt rechercher l'autonomie en azote à l'échelle plutôt du système de culture. Pour ceux qui, pour les freins, donc pour les agriculteurs, ceux qui pratiquent les associations céréales protéagineux, la première limite qu'ils émettent, hein, à 40% d'entre eux, c'est le fait que le mélange qu'ils récoltent a une composition qui est pas forcée, enfin qui est pas prévisible, qui est variable. La deuxième limite, c'est le tri, notamment quand on est sur des mélanges à 2 espèces, hein. Et puis, des freins, notamment sur le fait que ça ne permet pas forcément de capter certaines ZPAC. Les personnes qui, elles, ne produisent pas les associations céréales protéagineux disent que le principal frein, c'est le fait qu'on réduit les solutions herbicides qui sont à disposition pour gérer la flore adventice. Et le deuxième frein exprimé, c'est la difficulté liée au démélange des espèces qui sont récoltées, hein. Et vous voyez, il y a également le manque d'expérience et puis l'imprévisibilité de la composition à la récolte. Du point de vue des conseillers, on retrouve des choses à peu près comparables, hein. Donc à la fois sur la gestion des adventices, les questions autour du tri et le fait que la récolte est difficilement prévisible en termes de proportion des différentes espèces. Alors, justement, par rapport à ces espèces-là, la composition, donc pour les personnes qui ont répondu, la composition en différentes espèces, on est sur des dominantes de blé triticale, hein, donc sur 31 répondants, on est à 18 personnes qui disent qu'ils ont mobilisé le blé ou le triticale. On est sur des quantités moins importantes de personnes qui mobilisent l'avoine. Et Févrol et Poix, on est sur 16 répondants sur 31 qui disent qu'ils vont associer donc souvent du blé avec de la févrole et du triticale avec du pois, hein. C'est souvent les mélanges qui sont proposés. Et donc en termes de nombre d'espèces dans le mélange, donc on a un tiers des répondants qui indiquent avoir des mélanges à 2 espèces, et vous voyez qu'on va parfois jusqu'à 9 espèces dans le mélange, donc là il s'agit bien sûr pas de démélanger, hein. Voilà. Et donc un quart qui sont sur des mélanges à 3 voire 4 espèces. Donc c'est principalement une destination alimentation animale, hein, 87%. Et le reste, c'est essentiellement pour la production de semences. Donc peu finalement comment dire, de mélanges qui sont collectés par des organismes stockeurs. Et donc en termes de triage, donc 40% assurent eux-mêmes leur tri,
Et puis 40%, en fait, il y a carrément pas de tri puisque le mélange à plusieurs espèces est directement délivré aux animaux comme ça, quoi. Donc en termes d'adaptation de conduite, 23% des répondants indiquent qu'ils vont précocifier la date de semis. Et donc pour faire face au fait d'avoir des tailles de semences différentes qui peuvent complexifier comment dire, le semis, eh bien, il y a différentes stratégies. 19% réalisent un passage de semoir supplémentaire pour semer le protéagineux. 16% ont acheté ou emprunté un semoir spécifique, notamment des semoirs à double caisse, et pas mal de personnes ont adapté le semoir existant pour pouvoir semer en une seule fois le mélange. Donc en termes d'adaptation au désherbage, il y a une précaution qui est prise, hein, pour un tiers des répondants qui indiquent qu'ils vont réserver ce type d'association à des parcelles où la pression des adventices est faible. Et également, il y a des adaptations, parce que vous savez que les désherbants qui peuvent être utilisés sur les céréales ne vont pas être sélectifs des légumineuses. Et donc 35% adaptent le désherbage mécanique et 33% vont adapter le désherbage chimique. Au niveau de la satisfaction, on est plutôt sur les 31 personnes qui ont répondu faire des associations céréales protéagineux. On est sur un niveau de satisfaction élevé, hein, donc 5 très satisfaits. Donc vous voyez, on est à 2 tiers des répondants qui sont satisfaits, très satisfaits. 26% vont augmenter leur surface et 68% vont maintenir les surfaces en céréales protéagineux. Donc, si on fait le focus sur la gestion des adventices, donc quand on compare ça à une culture avec une seule espèce, hein, donc là j'ai segmenté les répondants en agriculture bio et les répondants en agriculture conventionnelle. Donc, pour les 17 répondants en bio, il y a 30 à 40% qui considèrent que la gestion des adventices est plus facile avec une association qu'avec une seule espèce. Et donc, ça les conduit aussi à réduire le désherbage mécanique. Et en revanche, pour les agriculteurs conventionnels, hein, ou mixtes, ça complexifie la gestion des adventices. Et le corollaire, c'est qu'ils vont souvent appliquer moins d'herbicides sur ces associations, tout simplement pour des questions de sélectivité et notamment du protéagineux. Sur la gestion des maladies, donc là j'ai regroupé les bio et les conventionnels. Bon voilà, sur les maladies ou les ravageurs, en tendance, c'est aussi, enfin, il n'y a pas de difficulté supplémentaire pour la gestion des ravageurs ou des maladies. Et donc, vous voyez, sur les ravageurs, il y a quelques personnes, 7 répondants sur 31, qui indiquent que ça leur facilite la gestion ou des pucerons d'automne ou des pucerons des épis, donc sur les céréales. Et donc sur les maladies, on a les deux visions, hein. Donc 10-12 personnes qui indiquent que la gestion des maladies, notamment des protéagineux, est facilitée, mais vous voyez 5 à 6 personnes qui indiquent que ces mêmes maladies sont plus difficiles à gérer dans les associations par rapport à une culture pure. Et donc, en comparaison à une culture pure, sur le recours à la fois aux insecticides et aux fongicides, vous voyez qu'il y a une réduction dans 57% des cas sur les insecticides et 71% des cas dans les fongicides. Donc là, bien sûr, on est sur les répondants qui sont en agriculture conventionnelle. Voilà. Et au niveau des besoins des agriculteurs et des conseillers sur les thématiques, donc c'est principalement des informations sur les espèces à associer et sur des questions pratiques pour à la fois trier et faciliter le semis. Et donc sur les conseillers, on retrouve globalement les mêmes préoccupations. Mais pour ceux qui ne conseillent pas l'association, c'est comment construire et proposer des itinéraires techniques qui facilitent la gestion des adventistes quand on est en association céréales protéagineux.
Les sources d'information pour les gens, les 31 personnes qui ont répondu oui, donc on dit qu'ils se sont essentiellement formés pour mettre en place ces associations via des échanges avec des agriculteurs ou des consultations de documents. Également dans une moindre proportion, avec des visites d'essais, des éléments apportés par des organismes de développement, on va dire, hein, soit en individuel ou en collectif. Et donc, en termes de livrables, hein, quand on leur demande bah, qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer vos pratiques sur ces aspects-là, donc on est principalement sur des supports, comment dire, classiques, hein, donc des fiches techniques, des visites d'expérimentation, des fiches témoignages. Donc, vous voyez que tous les aspects webinaires, OAD sont moins plébiscités, hein. Et pour les 148 personnes qui ne pratiquent pas les céréales protéagineuses, parce que c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue, hein. Donc, qu'est-ce qui pourrait les inciter à mettre en place ce type d'association? Donc, c'est principalement d'avoir des preuves de la rentabilité de cette technique, d'avoir un conseiller qui les appuie et surtout, bien sûr, d'avoir un débouché. Donc là, on est sur les points de vue de céréaliers qui disent, bah oui, si mon OS ne collecte pas un mélange, je ne vais pas le produire parce que ça sert à rien de produire quelque chose qui n'a pas de marché. Puis après, c'est des aspects plus techniques, hein, de mise en œuvre. Et donc, on retrouve, quand on leur pose la question, qu'est-ce qui pourrait vous aider en termes de support à progresser, ou en tout cas à adopter ce type de pratique, bah, c'est plutôt des aspects, des fiches techniques, des tours de plaine, des expés, des fiches témoignages. Et à nouveau, les OAD, les webinaires ne sont pas forcément les éléments qui sont les plus mobilisés. Donc, je vais passer la parole à Guillaume, qui va du coup continuer la présentation sur la synthèse des références. Et on aura un temps de questions-réponses après l'intervention de Guillaume. À toi, Guillaume. Euh, oui, attends, je vérifie que ça marche bien. Euh, Comment je fais défiler les diapos, Olivier? Je l'ai fait défiler. Ah, c'est toi qui les fait défiler? Ouais. D'accord, ok. Du coup, moi, je vais vous présenter finalement ce qu'on a retenu, retiré, analysé de l'analyse bibliographique. Voilà, donc c'est la synthèse de ce qu'on a pu mesurer en analyse bibliographique sur les effets des associations, les mélanges céréales protéagineux sur les différents bioagresseurs, hein, adventices, maladies, ravageurs. À savoir que la base de données, elle est constituée de la façon suivante, c'est qu'on a caractérisé à chaque fois le document pour savoir, quel type de document c'était, d'où il venait, et est-ce que les synthèses, essais, guides qui étaient présentés étaient orientés, soit en bio, soit en conventionnel. Et ensuite, on a bien distingué ligne par ligne, finalement le type d'association qui pouvait être observé. C'est-à-dire que dans un essai, on avait comparé du blé de la févrole, du blé du pois, du triticale pois, eh bien, on a fait 3 lignes, par exemple, pour analyser ligne par ligne l'effet de chaque association dans chaque publication. Et ensuite, on a demandé aux conseillers, à tous ceux qui ont relu chaque référence, de caractériser l'effet de chaque association sur les bioagresseurs, mais pas seulement, également aussi sur des critères de type, rendement et qualité, pour avoir également le pendant de ça face à l'impact sur les bioagresseurs. Donc on a mis en œuvre une échelle d'appréciation de l'effet sur les bioagresseurs. Donc, soit des effets négatifs ou plutôt négatifs, selon, que ça peut entraîner une gestion plus difficile, par exemple des adventices, hein, comme on l'a vu dans les témoignages agriculteurs. Des effets neutres, c'est-à-dire que si on compare, la pratique de la culture pure à la pratique associée, bah, en fait, c'est kiff-kiff. Ensuite, des effets qui sont, soit plutôt positifs, soit très positifs lorsque ça aide à la gestion du bioagresseur. Et enfin, non étudié, c'est-à-dire que c'est un pan, qui n'a pas été étudié dans la référence ou non conclusif, c'est-à-dire que, les éléments de la publication ne permettent, pas de conclure, sur ce type d'effet-là. Donc les auteurs de ces publications, eh ben, sont en grande majorité issus, du réseau des chambres d'agriculture et de la FDGEDA. C'est-à-dire qu'on est quand même allé chercher,
en premier ce qu'il y avait au sein du réseau des participants au projet et ce qui est facilement trouvable en ligne également. Donc ça représente 70 des références qui vont être présentées par la suite. Et les autres contributeurs qu'on a trouvés, c'était soit l'INRA, Terrinovia, Arvalis en majorité. Voilà, donc également des contributeurs qui sont plutôt fiables. Sur le type de référence, on a quand même 75 des références utilisées qui sont issues de synthèses d'essais multisites ou pluriannuels, donc des essais en microparcelles, donc ce qui fait que ce sont des références qui sont plutôt robustes. Et on va également trouver des synthèses d'essais, un seul essai en microparcelle, synthèse d'un ensemble de tests en bande multisite ou pluriannuel. Mais en gros, on a plus de 80 de la base qui est alimentée par des références relativement robustes, pluriannuelles, multisites et de type expérimentaux, quoi. On peut passer à la suite, du coup. Et sur les régions représentées, et bah, là, il y a une grosse polarité quand même sur les Pays de la Loire, hein. On a quasiment 70 des références qui viennent, des Pays de la Loire, donc ce qui fait qu'on est un petit peu déséquilibré. Et ensuite, on va trouver des références qui viennent d'Occitanie, de région centre, de la Bretagne et de Bourgogne, Franche-Comté. Voilà. Donc quand même une grosse représentation des Pays de la Loire qui avaient bien travaillé le sujet. Et sur les types de systèmes, étudiés, et ben là, on est à peu près à l'équilibre entre les systèmes, conventionnels, et les systèmes bio. C'est à peu près, pas tout à fait 50-50, un peu plus de systèmes bio représentés, mais on a quand même eu globalement, les 2 systèmes, qui ont été représentés dans la base de données. Donc il y a un relatif équilibre entre les sources de données. Et bah, là, on arrive dans un peu la complexité de ce type d'association par rapport aux autres qu'on a pu tester dans le projet. C'est que là, finalement, selon qu'on va plutôt être, orienté sur des mélanges, plutôt à majoritaire céréales, plutôt équilibrés, c'est-à-dire qu'on veut récolter un peu des 2, ou plutôt très orienté légumineuses, et bon, on va trouver dans les cultures principales, bah, quand c'est des céréales, plutôt du blé malgré tout, et quand on considère que la culture principale est un protéagineux, plutôt du pois et de la févrole. Donc on retombe un peu, sur les sources, qui nous viennent des enquêtes. Mais on trouve également de l'avoine, de la févrole de printemps, du lupin de printemps, de l'orge d'hiver et des pois de printemps. Ça veut dire qu'on a majorité de mélanges qui sont plutôt des mélanges typés hiver, mais il y a quand même eu dans la base de données quelques mélanges, céréales protéagineux de printemps. Voilà. Ce qui fait que, enfin, on sera méfiant dans les conclusions parce qu'en fait, il y a aussi une grande variabilité dans les combinaisons qu'on peut avoir en termes de proportions dans les mélanges. Donc ça reflète aussi les multiples objectifs qu'on a voulu tester dans ces essais-là, hein. C'est-à-dire, soit la céréale pouvait être, on va dire quasiment la plante compagne du protéagineux, soit à l'inverse, c'était plutôt le protéa qui était là pour aider la céréale. Donc on a tout ce spectre de mélange, d'un bout à l'autre, de la céréale et du protéagineux. Donc en fonction du coup, bah, là c'est le pendant, hein, c'est ce qu'on a appelé la plante compagne, donc la plante secondaire. Donc il pouvait être de l'avoine, du blé, de la févrole, de l'orge de printemps, de l'orge d'hiver, du pois d'hiver, du seigle, du triticale, de la vesse. Donc là, on va retrouver finalement, en miroir, la diapo d'avant, selon que la céréale, est, considérée comme la culture principale du mélange, et ben derrière, on va retrouver plutôt, des févroles, des pois de printemps, des pois chiches, des pois d'hiver et de la vesse en plantes associées. Et selon que le protéagineux est considéré, comme la culture principale du mélange. On va retrouver en association des avoines, du blé, de l'orge, du seigle et du triticale. Donc également un grand nombre de combinaisons possibles, dans ces mélanges-là et une grande diversité de pratiques observées. En majorité, ces mélanges, ils sont conduits en vue d'une double récolte, hein. On a quasiment 90 des essais où, on a récolté les 2 cultures, mais il y a quand même 12 d'essais, 12 des références,
pour lesquels, en fait, la plante d'association a servi de plante de service et n'a pas été récoltée. Par exemple, le programme ici-bas en région centre que je connais un peu mieux, où, il y avait différents protéagineux associés à des céréales, mais plutôt dans une optique, colza associés, c'est-à-dire que, le protéagineux était détruit avant la récolte. Et on peut avoir le même pendant avec un protéagineux qui est en culture principale et où la céréale associée peut avoir un rôle uniquement de tuteur et pas forcément être dédiée à la récolte. Voilà. Mais en grande majorité, on est sur de la double récolte. Maintenant, on va faire le focus sur les effets, bioagresseurs. Donc quand on observe dans la base de données, les effets recensés sur la gestion des adventices, en grande majorité, on a des effets qui sont positifs ou plutôt positifs, hein. Donc sur l'ensemble des publis, il y en a 49 où on a des effets positifs ou plutôt positifs, 2 neutres et 3 négatifs, hein. Donc quand même 3 situations où ça entraîne une gestion plus difficile, des adventices. Alors, attention par rapport à ce qu'on a vu dans l'enquête précédemment, c'est que lorsqu'on est en dispositif expérimental, la plupart du temps, en fait, toutes les modalités sont conduites de manière, similaire, donc avec un programme de désherbage identique, hein, et qu'on a du bio, du conventionnel et cetera. Donc, dans les conditions, où sont conduits les essais, globalement, l'association permet, d'avoir une meilleure gestion des adventices. En détail sur ces effets, hein, on note des effets de concurrence, des effets de couverture, le fait d'avoir, un peuplement plus complexe, avec, plusieurs espèces et que globalement, ça permet d'abaisser la biomasse, des adventices. Voilà, sur ces effets positifs. Donc on est plutôt, vraiment sur des effets de concurrence du couvert supérieur, le fait d'avoir plusieurs espèces par rapport à une espèce seule. Sur les ravageurs, ceux qui ont été étudiés, donc il y a, on va dire, selon que si la céréale est culture principale, ce qui a été observé, c'était essentiellement, la partie puceron, notamment la partie puceron d'automne, où là, il y a quelques publis, alors il y a pas de publication en tout, hein, mais quelques publis qui notent un impact positif, du fait d'associer une céréale à un protéagineux sur la partie puceron d'automne. Sur la partie Citon également, il y avait 2 publis, plutôt scientifiques, hein, plutôt typés, INRA, qui ont montré que la prospection des Citones, elle est moins facile lorsqu'il y a plusieurs espèces, dans le couvert. Voilà. Et par contre, sur les bruches, effet neutre, hein, c'est-à-dire que le protéagineux soit associé ou pas, on va dire, sur bruche, pas d'effet. Voilà. Donc, sans doute des choses à creuser un peu plus avant sur la partie puceron et éventuellement la partie Citon, notamment en protéagineux de printemps. Voilà. Les précisions sur l'effet, c'est une limitation du nombre de pucerons, sur plante et sur les cytones, c'est une limitation des attaques de cytones en début de cycle. Voilà, donc sur ce qui pourrait être à aller plus avant en termes de recherche, d'essais. Sur les maladies, bah, en fait, beaucoup de publications où soit c'est non conclusif, soit c'est non étudié. Voilà, donc là, même si les agriculteurs, les conseillers ont noté, des effets potentiellement positifs dans les enquêtes, dans les résultats d'essais, on a du mal à faire la part des choses. Une publie avec un essai positif, une publie avec un essai plutôt positif, une publie, enfin 2 publis avec des effets neutres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas eu d'effet négatif recensé. Voilà. C'est soit pas étudié, soit pas conclusif, soit de temps en temps positif, mais en tout cas jamais négatif, dans les publications. Voilà, donc également un sujet sans doute à travailler plus avant. Et sur le rendement, bah là, le constat était assez mitigé. Donc sachant que comme on a une multiplicité de pratiques, j'ai envie de dire qu'il faut aller, dans le détail finalement pour voir ce qui peut être positif, pas positif ou neutre. Mais globalement, on a quand même 37 de publis où, l'impact est négatif sur le rendement de l'association. On en a 44 où c'est neutre, c'est-à-dire que le fait d'avoir associé finalement, n'a pas d'impact sur le rendement, de la culture qui est identifiée comme culture principale et quand même 15 de cas positifs. Donc ça vaut le coup d'aller, je pense chercher, on va dire dans les neutres et les positifs et d'aller exclure ce qui a pu être négatif, dans les essais en termes d'association.
Donc, je dirais là, il faut vraiment faire du cas par cas en fonction des systèmes bio conventionnels et du type d'association qu'on a voulu produire. En synthèse, on a un bilan qui est, on va dire, qui est relativement, équilibré, avec des effets sur les adventices qui sont plutôt positifs, majoritairement dans la biblio. Des effets sur la ravageur qui sont peu étudiés, mais lorsqu'ils sont étudiés, ils sont plutôt positifs, même si c'est un faible nombre de publications. Et sur les maladies, pareil, très peu étudiés, plutôt positifs et jamais négatifs lorsque c'est étudié. Et par contre, c'est vraiment la partie rendement sur la culture principale où, là, on a du négatif ou neutre et une faible proportion de positifs. Voilà, donc c'est peut-être, sur ce volet-là, où il faut aller, regarder dans nos résultats d'essai vraiment ce qui a pu être du négatif et ce qui pourrait être du très positif, lorsqu'on conduit ces associations-là. Voilà, donc je dirais à creuser au cas par cas, de chaque pratique et pour aller plus loin, je dirais, il faut aller consulter la base de données, ce qui sera mis à disposition. Donc effectivement, parmi les livrables du projet, il y aura une mise en ligne de cette base de données Excel dans laquelle on a mis des colonnes avec des tris et des renvois vers les ressources pour aller approfondir. Et donc à chaque fois, ce que disait Guillaume, on a qualifié l'effet que l'association pouvait avoir sur des bioagresseurs et donc référence par référence. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment de poser vos questions sur cette première partie de webinaire? Donc, on était plutôt sur voilà, un état des lieux, de la pratique et puis des références. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR. Ah, une question. Oui, alors, est-ce qu'il y a des types d'associations qui ressortent comme maximisant les effets sur les bioagresseurs? Guillaume? Guillaume, je pense que c'est pour toi. Oui, il y avait, enfin, du coup, vous avez vu, il y avait assez peu de publis où sur les bioagresseurs, il y avait vraiment ça qui était étudié. Alors nous, au sein du projet ici-bas, qu'on avait pas mal étudié, c'était les blés associés févrole, parce que la févrole, elle produit des exsudats, extrafloraux et potentiellement, elle peut avoir, en fait, un impact, sur le fait d'abriter des auxiliaires qui vont avoir un impact favorable sur la gestion des pucerons. Voilà, on n'a pas eu sur les 3 années de projet, pas eu de grosses attaques pucerons. Néanmoins, ce qu'on montre, c'est que lorsqu'on multiplie les espèces cultivées, et notamment différentes familles, on a augmenté quand même dans pas mal de sites significativement la faune arthropode du sol et d'avoir de la prédation sur les populations de pucerons. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a pu voir, mais après dire est-ce qu'il y a un protagineux qui va être, on va dire, vraiment supérieur aux autres dans ce cas de figure-là, je dirais que c'est surtout ce que vous visez derrière en termes de mélange et on va dire de récolte, enfin de récolte derrière également. Et sur les 6 tonnes, en fait, c'était des choses assez pointues sur des publis où, c'était de l'orge associé avec, de l'orge de printemps, avec des protagineux de printemps. Donc là, il y avait pas non plus un panel, il y en avait qu'un et où on montrait juste que, la citone, en fait, quand elle va prospecter dans le couvert, bah, elle va perdre peut-être un petit peu de temps, c'était ça l'hypothèse, à aller prospecter sur, des plantes qui sont pas sensibles. Voilà, mais j'ai pas non plus, et sur les ravageurs, il y avait que ça, vraiment, d'indiqué. Voilà, et sur les bruches, bah, il y a tout un tas de travaux, hein, qui ont été faits, je pense, sur les févroles, notamment voir les pois avec différentes céréales et là, on n'a jamais rien démontré, sur le fait que ça va justement peut-être avoir un effet perturbant sur les bruches. Bon, sachant que les bruches, ça marche plutôt avec des histoires d'odeur, hein, pour faire simple. En fait, elles arrivent très bien à trouver les plantes sur lesquelles elles doivent se poser. Donc, sur les bruches, pas d'effet et en fait, on va dire que l'association n'est pas une piste intéressante, contre ce bioagresseur. Voilà. Ou alors, c'est qu'on n'a pas trouvé celui qui les perturbe. Voilà.
Alors, y a-t-il des conseils à donner sur la conduite de l'association pour maximiser les effets sur les bioagresseurs? Alors, moi, je vais donner un élément de réponse sur les aspects répartition spatiale et semis. Donc, si on prend l'angle mettre en place une association pour gérer les adventices, il semblerait que la répartition en rang, en ayant un rang de céréales, un rang de légumineuses, soit la configuration qui permette la meilleure concurrence vis-à-vis des adventices. Voilà. L'autre aspect en termes de mise en place, c'est quand on a des graines de taille différente, et notamment du blé et de la févrole, si possible, de respecter la profondeur de semis de chacune des espèces. Donc la févrole un petit peu plus profond, entre 4-5 cm, et puis le blé à sa profondeur optimale qui est de 3 cm, profondeur de semis. Donc ça peut se gérer soit avec un semis en décomposé, soit avec un semis, avec un semoir à double caisse. Alors il y en a de plus en plus qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Voilà, soit des semoirs de semis direct, puisque c'est historiquement ceux qui proposaient ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que sur les offres de semoirs à céréales, on va dire un peu plus conventionnelles, hein, donc que ce soit des semoirs à sabots ou des semoirs à disque, mais précédés d'une herse rotative, hein, des semoirs de 3 mètres ou 4 mètres, les principaux constructeurs proposent cette option-là, d'avoir une double caisse et éventuellement l'option d'avoir des éléments semeurs qui vont sur un rang semer la céréale et sur un autre rang semer la légumineuse. Donc ça, c'est des options qui sont voilà, plusieurs milliers d'euros, quoi, hein. On est entre 4 et 7 000 euros l'option sur des semoirs neufs qui permettent d'avoir ça. Voilà pour cet aspect-là. Après, Guillaume, si tu veux Sur la compléter. partie maladie, malgré tout, hein, sur les maladies des protéagineux, si on parle de date de semis, en fait, c'est que on va pas chercher à faire un compromis entre la date de semis du protéa et de la céréale, si on parle de semis à l'automne, hein, parce qu'on prend le risque en semant trop tôt, quoi qu'il arrive, d'avoir de la bactériose, de l'anthracnose, du botrytis sur févrole, etc. Donc ces mélanges-là, on a plutôt tendance à les semer à la date de semis du protéagineux, enfin dans notre pratique à nous en région centre, pour éviter d'avoir trop de maladies sur le protéagineux. Voilà. Et puis juste peut-être pour compléter, bah, dans Ici-Bas, comme on voulait avoir des plants de campagne du blé, qui soient développés à l'automne pour, bah, permettre, éventuellement à des auxiliaires ou alors à perturber les pucerons à l'automne, on avait fait en sorte de semer les plants de campagne, à peu près un mois avant le blé. On les avait semés, tout début septembre et puis le blé début octobre pour qu'elles soient déjà développées quand le blé, allait lever, quoi. Je pose la question suivante. Ouais. Alors, sur les bruches, Laurent Bédoussac de l'INRAE de Toulouse, le précurseur scientifique des associations, suit la question avec des agriculteurs de Pays de la Loire. Bon, en fait, ce n'est pas une question, c'est un complément. En effet, Laurent Bédoussac a fait pas mal de travaux sur ces questions. Mais ça n'empêche qu'on n'a pas encore trouvé d'association qui marche pour limiter les bruches, à ma Et connaissance. on a le parallèle aussi sur la bruche de la lentille, hein, où Laurent Bedoussac avait regardé effectivement l'effet potentiel de différentes associations sur la bruche de la lentille. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui a pu être mis en évidence à ce propos. Donc voilà, on retrouve la même problématique pour différentes espèces de protéagineux, enfin de légumineuses, et pour les différentes espèces de bruches. Donc on va Donc pour maintenant toi, Ewen? Ouais, c'est bon. Hop. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est où placer les associations céréales protéagineuses dans la rotation. Donc, on peut dire globalement à tout moment, on va juste éviter après prairie ou luzerne, où le reliquat azoté finalement va être important et donc pas favoriser le développement du protéagineux. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est des cultures plus ou moins exigeante. Le blé févrole sera forcément plus exigeant qu'un triticale pois, qui sera plus exigeant qu'une févrole blé, dans le sens où la première culture qui est mise, ben, c'est la culture principale.
C'est des cultures qui peuvent être assez étouffantes. Donc l'association forcément d'une févrole avec un blé va être plus étouffante qu'une févrole en pur non biné. Et puis à noter quand même que c'est particulièrement vrai si les associations sont avec d'autres céréales que le blé, qui n'est pas connue comme étant la céréale la plus courante, donc la plus étouffante au niveau des adventices. Les associations peuvent se mettre en fin de rotation sur parcelles moyennement propres à salle. Évidemment, si on a une grosse infestation de raies ça ne résoudra pas le souci, ça reste une culture d'automne. Au niveau du positionnement, on peut réfléchir le positionnement selon les besoins reliquats, par exemple, de la culture suivante, où une févrole blé va forcément laisser quand même plus de reliquats qu'un blé en pur. Il faut aussi, dans la réflexion pour placer les associations dans la rotation, faire attention au délai de retour, notamment vis-à-vis de maladies comme Aphanomycès et Sclérotinia. Au niveau des modalités de semis, donc Olivier l'a rapidement évoqué, l'idéal ça va être d'avoir une double trémie et une profondeur donc du protéagineux supérieure à celle de la céréale. Ce qu'on voit dans la pratique, comme c'est des semoirs qui coûtent plus cher, c'est plutôt des semis en simultané, donc qui sont possibles à 3-4 cm. On voit que c'est quand même plutôt quelque chose qui est très courant sur les régions où les températures descendent rarement en dessous de -10. Alors j'ai mis l'ouest, le sud-ouest, le sud-est. Et puis dans d'autres endroits, c'est aussi valable comme dans l'ouest de la France, notamment Bretagne, Normandie, où il va y avoir dans un premier temps semis par exemple de la févrole à la volée, donc déposée en surface, puis enterré avec la charrue, donc à moins de 15 cm, ou enterré au déchômeur. Puis ensuite, juste après, le semis de la céréale associé avec le protège. Au niveau des dates de semis, donc au plus elles sont précoces, au plus elles vont favoriser les légumineuses. Guillaume l'a évoqué, il faut quand même faire attention au risque de maladie, notamment sur févrole, où on voit notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, des attaques de botrytis très précoces, donc dès le mois de mars. Et puis ça a également un effet sur la verse pour le pois. Si le semis est en simultané, l'idée ça va être de mélanger le plus proche, donc les graines de céréales et de protéagineux, au plus proche du semis, donc si possible juste avant de transférer dans le semoir. Au niveau de la récolte et du stockage, donc la récolte va plutôt être déclenchée selon la maturité de l'espèce principale. Il faut faire attention à l'égrenage, les dégâts d'oiseaux, la germination sur pied. Au niveau des réglages de la moissonneuse-batteuse, on va plutôt privilégier de se baser sur le réglage pour protéagineux. Si la céréale est le débouché principal, on va quand même essayer au maximum de regarder le protéagineux pour éviter en fait d'avoir le plus de brisures de protéagineux. Ça, c'est pour des débouchés plutôt collecte externe. Si l'association Serpro est autant consommée, là, il y a possibilité de serrer plus fort donc pour favoriser quand même la récolte du céréal, puisque les brisures vont pas être un souci en fait ensuite. Au niveau de la bruge, donc ça a été évoqué rapidement, donc qui est un problème majeur sur févrole. La conservation au froid va avoir un petit effet, mais ce qui va être plus efficace, ça va être la congélation du mélange à la récolte pour éviter ensuite l'émergence des bruges ou l'inertage au CO2, voire l'utilisation de la technologie NOx, sachant qu'évidemment pour les deux derniers, le coût est quand même beaucoup plus élevé. Au niveau de l'humidité du grain, donc pour les céréales, on va être autour de 13-14% recherché, et pour les protéagineux, un peu moins, donc plutôt autour de 9%. Pour le désherbage, donc les associations avec la févrole et le lupin, on va être sur les mêmes programmes de désherbage que la culture pure, donc, ou que ce soit la céréale ou févrole ou lupin. À droite, vous avez les préconisations sur céréales donc, qui viennent du site Agriconaissance, dont le lien est en bas si vous ne le connaissez pas. Et puis pour les associations avec du poids, là, il va falloir intervenir plus précocement avant l'apparition des vrilles. Maintenant, sur les intérêts d'associer céréales et protéagineux entre eux, donc qui sont multiples, ça peut être par exemple de produire la céréale avec un taux protéique supérieur ou avec un poids spécifique supérieur. Donc, poids spécifique, ça va plutôt être pour l'avoine, ça vous sera présenté ensuite. Ça permet aussi de sécuriser la production de protéagineux, à la fois donc, sur l'aspect rendement et verse, on en a parlé notamment sur le poids. Ça permet généralement, Guillaume l'a abordé, d'augmenter le rendement total par rapport aux cultures pures. Et puis ça permet aussi de concurrencer les adventices.
Donc en fait, en bas, vous avez deux photos. La première où c'est un blé associé avec une févrole à 30 grammes mètre carré. La suivante à droite où c'est juste la févrole en pur à 35 grammes mètre carré. Ce qu'on voit, j'essaie de modifier le contraste pour qu'on voit bien, c'est que là, en fait, où il y a de la céréale, finalement, les zones où il n'y a pas de févrole, la céréale couvre quand même un peu le sol, donc rentre en concurrence avec les adventices, alors que à droite, où il n'y a pas d'association, mais finalement, les zones sans févrole sont laissées pleinement disponibles aux adventices pour se développer. Dans les autres intérêts, donc il y a notamment réduire les bioagresseurs, que ce soit les maladies, les ravageurs. Et puis il y a aussi le fait qu'une culture donc plutôt à dominante légumineuse laisse un reliquat azoté intéressant pour la culture suivante. Et même associer un blé à une févrole par rapport à un blé pur, finalement, le reliquat sera plus intéressant pour la culture suivante. À noter quand même que la fixation symbiotique, tu peux revenir juste avant Olivier, démarre quand il n'y a pas ou peu d'azote disponible dans le sol. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, derrière une luzerne, et bien finalement la légumineuse va pas déclencher de fixation symbiotique vu qu'il y a énormément d'azote disponible dans le sol. Et puis donc l'association avec la légumineuse va pas apporter d'azote à la céréale en place, mais plutôt à la culture suivante. Donc sur la partie augmenter la protéine des céréales, ça c'est des essais qui m'ont été transmis par les collègues de Pays de la Loire. Donc on voit qu'on a un gain de protéines quel que soit le système. Donc là, la zone de gauche, on est plutôt donc zone Nord-Loire avec plus facilement de l'élevage dans les systèmes, alors que les graphiques de droite, on est en pleine Vendéenne, donc plutôt des systèmes très typés céréaliers. Et on voit que finalement, peu importe le système, on augmente entre 1,5 à 1,6 points de protéines la protéine de la céréale lorsqu'on l'associe avec ou de la févrole ou du poids protéagineux. Donc c'est valable quel que soit le système et quelle que soit également l'année. Donc là, c'est des essais en 2019 qui étaient une année plutôt favorable aux protéagineux, où là, on voit qu'on augmente potentiellement encore plus le point de protéines de la céréale, puisqu'on est entre 0,5 jusqu'à 2,6 points de protéines en plus. Ça, donc, c'est des essais plus récents, sur 2021, 2022 et 2023. En blé févrole avec 8 à 10 grammes de févrole par mètre carré, on voit que finalement, en moyenne, on va augmenter d'1,8 point le taux de protéines du blé. Et puis, on va augmenter le rendement total de 4 quintaux. Donc, quand je parle de rendement total, c'est pas le rendement du blé, mais c'est bien le rendement de l'association, donc blé plus févrole. À noter que le gain de protéines se fait notamment en fait par phénomène de dilution, parce que ce qu'on observe quand même régulièrement sur les essais, c'est que finalement le blé va moins produire, et donc en produisant moins, et ben forcément il est plus en capacité de concentrer la protéine. Ça permet aussi sur l'avoine d'augmenter le poids spécifique, qui est un critère important pour l'avoine, notamment l'avoine blanche, quand on veut aller sur des débouchés de floconnerie. Donc là, c'est des essais qui ont été faits pendant 2 ans en Charente-Maritime. On voit que finalement, sur le poids spécifique, on augmente entre 1,5 à 3 points le poids spécifique dans le fait d'associer une avoine blanche à de la févrole à 10 grammes mètre carré, sans avoir trop d'effet sur le rendement puisqu'on a une diminution à peu près de 2 quintaux de rendement. Ça permet aussi de sécuriser la production du protéagineux. Donc pour ça, il faut quand même semer la densité optimale du protéagineux. À droite, vous avez un petit graphique qui est tiré du guide Grande Culture Bio des champs d'agriculture, où selon en fait le débouché qu'on va chercher au mélange, si c'est plutôt protéagineux ou si c'est plutôt avoir quelque chose avec un blé pour devenir panifiable, on a les densités conseillées de céréales et de protéagineux lors du semis. On l'a évoqué tout à l'heure, mais ça permet aussi l'association de diminuer la verse du poids à la récolte. Donc c'est une forme de sécurisation du rendement du protéagineux. Et puis ça permet aussi d'avoir une culture de remplacement si le protéagineux ne se développe pas. Donc là, c'est des essais qui ont été conduits en Midi-Pyrénées par le Créabio. En fait, en bas dans le premier graphique, on a le rendement des cultures en pur, donc de la févrole ou de différents blés, le rendement de l'association. Et en fait, sur le graphique de droite, on a le rendement relatif, donc c'est-à-dire que c'est le rendement qui compare
le rendement total de l'association par rapport au rendement des cultures pures. Et comme on est au-delà de 1, où en fait finalement le rendement de l'association aurait été égal au rendement des cultures pures, on voit que finalement on augmente le rendement de l'association. Donc entre 1,44 à 1,76 fois le rendement qu'on a sur les cultures en pur. Au niveau du choix des espèces, donc ça va dépendre notamment de quelles sont les destinations des associations. Est-ce que ça va être de l'autoconsommation, auquel cas on aura un nombre non limité d'espèces, ou on va plutôt chercher à adapter aux contraintes de l'élevage, donc savoir si c'est plutôt produire de la protéine, et puis on peut mettre plus de protéagineux pour diversifier. S'il y en a un qui fonctionne pas, l'autre fonctionnera peut-être mieux. Alors que si on est plutôt sur un débouché de vente, l'association va plutôt être binaire. Et puis là, il faudra vérifier le débouché donc auprès de son collecteur et la facilité de tri, donc à la fois auprès du collecteur ou soi-même sur son exploitation, quand on a la possibilité de trier sur son exploitation. Au niveau donc toujours du choix des espèces, quels avantages et inconvénients donc pour les céréales et les protéagineux? Donc l'avoine, finalement, va être intéressante, mais peut notamment faire un peu chuter la valeur, du concentré quand le débouché est plutôt concentré donc sur le protéagineux. Ça permet une bonne couverture du sol. À noter quand même que les semis d'avoine, notamment s'ils sont précoces, sont quand même sensibles à la rouille. Et puis, c'est quand même une culture qui est assez adaptée sur les sols humides. Le blé, lui, va avoir plutôt bonne valeur fourragère. La paille est parfois un peu trop courte pour une association avec du pois fourrager. Et puis, quand on regarde plus sur l'élevage, il y a quand même un risque d'acidose. Et puis, c'est quand même la céréale qui est la moins compétitive sur l'aspect concurrence face aux adventices. Pour l'orge, c'est une céréale qui est précoce à maturité. Il va quand même falloir l'éviter dans les sols hydromorphes. Et puis, c'est une céréale qui est quand même assez sensible au niveau des maladies et l'inverse. La valeur alimentaire est plus faible qu'un blé ou un triticale. Pour le triticale, donc là, il y a une bonne productivité en grains, une bonne couverture du sol, ça a juste un peu plus de risque de germination sur pied. Pour l'épeautre, donc qui est une culture plutôt adaptée en sol humide, mais juste la valeur alimentaire va être un peu plus faible que le blé triticale. Au niveau des protéagineux, la févrole est plutôt adaptée en sol profond. Elle se défendra peut-être un peu moins bien sur les sols à plus faible réserve hydrique. Ça peut servir de plante tutrice, quand même, elle est assez solide. Par contre, il y a une grosse sensibilité aux maladies, on le dit depuis tout à l'heure, notamment au niveau du botrytis. Pour le pois fourrager, un de ses avantages, c'est qu'il a un fort développement végétatif, mais donc il peut être plus sensible aux maladies, et du fait de son fort développement végétatif, il va quand même plutôt favoriser l'averse. Au niveau des pois protéagineux, son développement et sa récolte va être assez précoce, donc on va préférer l'associer avec de l'orge qui est aussi une céréale précoce à maturité. Pour le lupin, donc le lupin bleu est assez précoce, il améliore la valeur protéique du mélange. Le lupin blanc, lui, est plutôt réservé aux zones précoces et a un rendement quand même un peu plus aléatoire. Et puis enfin, donc là, j'ai juste repris la diapo de Guillaume pour rapidement reparler de la concurrence des adventices. Vous pouvez revisualiser la première photo avec le fait d'associer la févrole à une céréale pour davantage couvrir le sol, et puis donc les éléments de bibliographie qui montrent que c'est plutôt positif dans le sens où ça concurrence en fait les févroles par rapport à une culture pure, et puis donc la présentation qui vient juste ensuite de Progrès Live en fait qui explore davantage cet aspect concurrence aux adventices. C'est pour ça que je vais m'arrêter là et pas plus vous en parler de mon côté. Du coup, je prends la suite donc pour vous parler un petit peu plus en détail des résultats d'un projet, donc le projet Progrès Live, qui a eu lieu autour de 2015, 2018, 2019. Là, l'idée, c'était de sécuriser la production de protéagineux. Donc, c'est un projet qui était mené en Bretagne et Pays de la Loire. Sur les protéagineux principaux qui sont févrole, pois lupin récoltés en grains, en bio et en conventionnel, sur les cultures d'hiver et de printemps.
Donc là, moi, ce que je vous ai mis, c'est des extraits des fiches techniques, des fiches de résultats qui ont été publiées à la suite de ce projet. Je vais entrer un peu plus en détail sur les résultats au niveau du lupin, de la févrole et du pois en bio. Et je vous présenterai les grandes conclusions pour ce qui est de ces protéagineux-là en conventionnel. Donc à chaque fois, l'hypothèse de départ pour ces essais-là, c'était bien d'être sur la production de protéagineux en dose du protéagineux en pur et dans lequel on mettait une association de céréales qui était entre 20 et 30% d'une dose de céréales en pur. Donc l'idée, c'était vraiment de produire du protéagineux, la céréale étant là pour sécuriser le rendement, servir de plan de campagne éventuellement pour les adventices, pour les faits tuteurs également sur le pois et parfois sur le lupin. Et d'avoir une production éventuellement supplémentaire de céréales, mais on cherche avant tout une production de protéagineux. Donc pour ce qui est de la févrole d'hiver, donc en bio, en association, donc on a testé principalement avec blé, triticale, seigle et dans une moindre mesure dans les essais avec de l'avoine. Donc à chaque fois, pour ces fiches-là, on retrouve en fait l'impact sur la gestion des adventices. Donc c'est toujours par rapport au protéagineux en pur, sur le rendement du protéagineux, la production de céréales complémentaires, la concordance de maturité également à la récolte, la facilité de récolte et le type de valorisation. Donc VA, on est sur vente ou autoconsommation et A plutôt sur autoconsommation. Donc quand c'est en vert, on est plutôt sur quelque chose de vert foncé qui fonctionne très bien. Et puis plus on se rapproche du rouge, plus il faut faire attention aux résultats. Donc sur la partie de droite, là, vous avez les densités qui étaient semées de seigle, de triticale et de blé. Donc on était à 30% d'une dose en pur, donc entre 100 et 115 grains par mètre carré. Le nombre d'essais que ça représente également. Et donc derrière, vous avez, pardon, la févrole, là, qui était semée donc à 100% de sa dose en pur, donc 40 grains par mètre carré. Donc on voit qu'au niveau impact sur la gestion des adventices, l'association a toujours un impact positif. Sur le rendement de la févrole également, mis à part avec l'avoine, qui exerçait une concurrence un petit peu trop importante. Sur la production de céréales, le blé est un petit peu plus en retrait. En fait, comme ce qui a été présenté dans les diapos précédentes, le blé est quand même moins concurrentiel. Et donc on avait souvent un blé qui se faisait étouffer dans le mélange. Concordance de maturité, ça collait à chaque fois. Le triticale, un petit peu plus difficile. Donc, quand on parlait tout à l'heure du réglage de la moissonneuse pour la récolte, c'est pas un problème si on veut garder le mélange sans le trier, parce qu'on est obligé de serrer un petit peu plus pour réussir à battre correctement le triticale. C'est un problème, par contre, si on veut vendre en mélange, parce que là, on a pas mal de brisures si on veut récolter tout le triticale. Vous avez également les rendements en févrole pure qui ont été obtenus dans les essais, donc sur la partie en bas à droite, et la teneur moyenne en MAT. Donc on est sur des rendements moyens à 35 quintaux sur les différentes années d'essai. Je ne l'ai pas précisé, mais on était sur 4 années d'essai au total sur les 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire. Donc en bilan sur cette févrole d'hiver, donc à chaque fois, on replace ça dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'on veut associer la févrole? Donc sur la parcelle d'abord, est-ce que c'est une parcelle où j'ai des rendements plutôt aléatoires en févrole pure ou un potentiel de rendement élevé? Et ensuite, deuxième entrée du tableau, c'est est-ce que j'ai un risque de salissement faible ou moyen ou un risque de salissement important? Donc là aussi, ça reprend ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que dans tous les cas, si le salissement est très fort, l'association ne va pas venir solutionner le problème, ça ne va pas être une solution miracle. Dans ce cas-là, il vaut mieux une culture pure avec un binage, ou alors choisir plutôt une autre parcelle. Si le salissement est plutôt faible, et quel que soit le potentiel de rendement, en fait, l'impact était soit sans impact, soit un impact positif sur le rendement en févrole, avec le fait d'associer avec une céréale. Donc on est vraiment là, en objectif sécurisation du rendement, on y répond pleinement. Ensuite, sur la févrole de printemps, donc on retrouve les mêmes éléments.
Là, ça a été plutôt testé avec de l'avoine et de l'orge et dans une moindre mesure avec le blé. Donc, pour les céréales de printemps, on n'est pas sur 30% de la dose en pur, mais sur 20%. Donc, ça équivaut à 75 grains par mètre carré, avec la févrole qui était semée à 40 grains par mètre carré. Donc, sur la gestion des adventices, là aussi, on a toujours un impact positif. Par contre, on peut avoir un impact négatif sur le rendement de la févrole, essentiellement pour des problématiques de restriction hydrique, en fait, sur sur la févrole de printemps avec les céréales de printemps. Concordance de maturité, pas trop de difficultés. Attention quand même à choisir une orge plutôt tardive pour pas risquer l'égrenage de l'orge avant la récolte. Facilité de récolte, pas de difficulté particulière. On est sur des rendements en févrole pure qui sont assez faibles, tirés vers le bas en fait, surtout sur la région Pays de la Loire où on avait plus de problématiques de restriction hydrique que sur la région Bretagne. Donc en bilan sur la févrole de printemps, si tu peux passer, Olivier, merci. Donc si il y a un contexte de risque de stress hydrique, donc soit parce que la parcelle a une réserve hydrique faible, soit parce qu'on est sur un secteur où on sait que c'est assez peu arrosé sur la période de fin de printemps, début d'été, globalement, il vaut mieux éviter de faire une association, plutôt soit faire une févrole de printemps pure, soit basculer si c'est possible plutôt sur une culture d'hiver. Et s'il n'y a pas de risque de stress hydrique, quand on a un potentiel de rendement assez faible, là, il y a vraiment un effet bénéfique de l'association. Et potentiel de rendement élevé en culture pure, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le contexte de nos essais. Et toujours pareil, si le risque de salissement est important sur la parcelle, ou la présence de vivaces aussi très importante, il vaut mieux choisir une culture pure et un binage ou privilégier une autre parcelle. Ensuite, pour ce qui est du poids, donc poids d'hiver, donc là j'ai mis essentiellement les bilans à chaque fois pour des questions de temps. Donc poids d'hiver, là, si jamais on est sur des secteurs avec un risque de verse important ou des rendements aléatoires, il y a un effet quasi systématique positif de l'association. Donc c'était blé, orge ou triticale. Sachant qu'on a quand même eu des rendements relativement faibles globalement sur les poids d'hiver en pur dans le contexte de nos essais. Et dans tous les cas, si on est sur une zone où le poids d'hiver n'est pas préconisé, donc je pense par exemple au centre Bretagne, l'association ne va pas solutionner le problème, ça ne va pas tout d'un coup rendre le poids d'hiver faisable. Et toujours pareil, même si le poids est une culture assez couvrante, et avec l'association d'autant plus, si le risque de salissement est très important, qu'on a une parcelle vraiment très sale, dans tous les cas, ça ne solutionnera pas le problème. Pour ce qui est du poids de printemps, je vais attendre l'affichage de la diapo. Donc là, si on a un risque de stress hydrique, comme pour la févrole, il y a toujours un effet bénéfique sur le salissement, avec le fait d'associer le poids avec une céréale. Mais par contre, le fait d'avoir une association, on augmente quand même le risque de stress hydrique. Donc soit on évite sur ces parcelles-là, soit si on peut, on va avancer vraiment au maximum la date de semis pour semer plutôt fin d'hiver, si on peut rentrer sur les parcelles à ce moment-là. Et ensuite, s'il n'y a pas de risque de stress hydrique, là, il y a toujours aussi un effet bénéfique sur le salissement, un effet tuteur qui est toujours intéressant, et du coup, pas d'impact négatif sur le rendement en poids. L'effet tuteur, il a un effet sur l'égrenage du poids, sur le risque maladie, mais aussi sur la facilité de récolte. Donc, c'est à prendre en compte également par rapport au passage de l'entreprise aussi pour la récolte. Ça peut faciliter les choses quand même. Et ensuite, pour terminer sur le lupin, donc le lupin, on n'a pas testé le lupin d'hiver en bio, parce que c'est vraiment une culture qui n'est pas préconisée en bio. Il y a un semis qui va se faire fin septembre, une récolte pas avant le mois d'août. Il y a un risque de salissement trop important et généralement une maîtrise des adventices pas suffisante, même avec une association. Donc on est uniquement resté sur les lupins de printemps.
Donc là, toujours pareil, si risque stress hydrique, l'association augmente le risque de stress. Par contre, on a toujours eu un effet bénéfique sur le salissement et pas forcément d'impact sur le rendement du lupin, avec toujours une production complémentaire en céréales, là où on n'a pas trop de risque stress hydrique. Et ça, quel que soit le type de lupin, qu'on soit sur du lupin bleu ou du lupin blanc. Donc voilà pour ce qui est des résultats en bio. Donc pour ce qui est des résultats en conventionnel, donc là c'est vraiment dans les grandes lignes. Évidemment, si vous voulez aller avoir plus de détails, je vous invite à aller consulter les fiches détaillées qui expliquent vraiment quel type d'association on a pu mettre en conventionnel et toujours pareil, les détails de où est-ce que c'était le plus intéressant. Donc, en févrole d'hiver, on a un risque de baisse de rendement par rapport à la févrole pure, avec le fait d'associer, mais on a toujours une production de céréales complémentaires qui a été remarquée dans le cadre des essais. Donc là, tout dépend de l'objectif derrière de l'agriculteur. Globalement, si c'est plutôt pour vendre, dans tous les cas en conventionnel, c'est rarement collecté en association. Donc c'est plutôt le pur qui va être privilégié. Par contre, si c'est en autoconsommation, il peut y avoir un intérêt à associer la févrole d'hiver en conventionnel. Pour ce qui est févrole et lupin de printemps, le bilan, c'est qu'il vaut mieux les cultiver en culture pure. On n'a pas forcément d'effet bénéfique fort sur le salissement, surtout que c'est des cultures qu'on arrive à gérer assez bien en désherbage chimique. Et par contre, on a toujours un impact quand même sur le rendement. Pour le lupin d'hiver, là vraiment, il y a un intérêt fort en conventionnel, même si il faut raisonner le désherbage un petit peu différemment en faisant attention à trouver des molécules qui vont pouvoir convenir sur la céréale et le lupin. On a quand même un effet bénéfique sur le salissement. La culture étant très longue, même si on arrive à gérer le désherbage en début de cycle, et souvent avec plutôt un désherbage de prélevé, en fait, au cours du cycle, ça a tendance à se salir quand même. Et le fait qu'il y ait une céréale présente a toujours un effet bénéfique sur le salissement. Au niveau du rendement du lupin, ça n'a pas d'impact significatif. Et par contre, il y a toujours aussi une production complémentaire de céréales. Et pour terminer donc sur le poids, si on est sur des parcelles à potentiel de rendement moyen ou faible en poids, là il y a un intérêt parce qu'on sécurise quand même le rendement et on a toujours cette production de céréales complémentaire. Si on a un potentiel de rendement fort en poids d'hiver et que régulièrement tous les ans on arrive à des bons rendements, il vaut mieux éviter de l'associer. Et en poids de printemps, on a plutôt un impact positif de l'association, toujours à éviter sur les parcelles à faible réserve hydrique, hein, mais l'effet tuteur est quand même important sur le poids de printemps. Et c'était d'autant plus marqué en Bretagne, où on a quand même des pluies souvent un petit peu plus régulières qu'en Pays de la Loire, et souvent aussi un développement de biomasse assez important du poids, et où là l'effet tuteur est vraiment important sur la culture. Donc voilà, donc pour conclure, les résultats complets détaillés par culture et par mode de production sont disponibles sur le site de VG Police Valais qui coordonnait ce projet Progrès Live. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails, je vous invite à aller voir sur le site. Il y a également disponible le recueil complet des résultats des essais. Donc, si vraiment il y a des zones particulières ou des contextes particuliers qui vous intéressent, ça peut aussi être utile. Voilà. Merci Caroline. Voilà, des ressources intéressantes que vous pouvez aller mobiliser. Une ressource complémentaire sur donc la question des associations céréales protéagineux, issue d'un projet qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Carpeso. Donc c'est une application sur téléphone qui permet, en prenant des photos du mélange que les producteurs ont récolté, d'avoir une estimation des proportions de chacune des espèces, donc blé, févrole, vesse, etc. Et donc voilà, il y a une petite plaquette qui est disponible sur le site AgriConnaissance, et l'application est accessible sur le site de l'INRIA.
Donc voilà, c'est des photos, enfin, c'est une application qui fonctionne qui mobilise l'intelligence artificielle en fait, hein, et qui permet de reconnaître les graines de chacune des espèces. Et le plus sur cette application, c'est que pour les éleveurs, ça leur donne les valeurs alimentaires comment dire, du mélange de graines. Et donc ça permet d'avoir une aide en fait pour l'ajustement des rations sur la base de ces concentrés produits à la ferme. Voilà. Donc je vais arrêter le partage. Et donc on va prendre des questions, des réponses qui peuvent vous venir à l'esprit sur les deux présentations qui ont été faites pour ceux qui sont restés